Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la synchronicité entre l'élection de Georges Pompidou en 1969 avec celle d'Emmanuel Macron en 2017. Donc bien sûr, vous reconnaissez Emmanuel Macron et Georges Pompidou donc derrière, mais on va également faire un parallèle avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, qui fut le premier président de la République élu au suffrage universel direct masculin, sachant que l'élection au suffrage universel avec les femmes, c'est à partir de 1945 que les femmes ont eu le droit de vote. Donc ce parallèle entre les trois époques, donc c'est la raison de notre discussion ce soir, de parler de cette synchronicité. Donc la synchronicité, c'est un concept qui est développé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. On retrouve la simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas a priori de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Alors de la synchronicité à la loi de correspondance entre les mouvements célestes, il n'y a qu'un pas. Donc la loi des correspondances, c'est le postulat de l'astrologie, et donc c'est justement ces points communs que l'on va voir en faisant la comparaison en fait des différents cycles planétaires relatifs aux dates des élections, mais également en comparant les cartes du ciel des deux présidents ainsi que celle de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc vous allez voir que c'est assez stupéfiant les différentes similitudes que l'on peut retrouver. Alors là on est sur la carte du ciel donc du 15 juin 1969 à 20h, au moment où les gens ont découvert donc, le résultat de l'élection qui a fait élire Georges Pompidou. Donc vous avez premier cycle le plus grand, donc Pluton, Uranus-Pluton qui encadre Jupiter en Vierge, donc qui marque l'époque du milieu et de la fin des années 60, précisément de l'année 1969 ici. On a également le cycle Saturne-Neptune, avec un Saturne en Taureau et Neptune en Scorpion. Donc ce sont deux signes qui se font face, mais on retrouve un aspect en quinconce. Et on a également Lune-Jupiter, alors Lune en Cancer, et puis Jupiter bien entendu dans le signe, voilà, que l'on retrouve ici, dans le signe de la Vierge. Donc si on compare ensuite après l'élection d'Emmanuel Macron, donc le 7 mai à 20h, donc Emmanuel Macron, donc, qui a été élu pareil, avec un cycle forcément Jupiter, Uranus, Pluton, puisqu'on a Uranus en Bélier, Pluton en Capricorne et Jupiter en Balance. Donc à noter, bien entendu, que ce ne sont pas exactement c'est des cycles faux jumeaux. Ce n'est pas des cycles identiques à 100%. Ensuite, on a Saturne-Neptune, donc qui ne forment pas d'aspect à proprement parler. Donc on a Saturne en Sagittaire et Neptune en Poisson, mais qui forment quand même un cycle assez important, assez remarquable, d'ailleurs, qui se traduit par différents événements dont on a déjà parlé sur le blog. Ensuite, on a Lune-Jupiter, donc en conjonction, forcément, le soir de l'élection, on avait la conjonction Jupiter-Lune. Alors on va parler maintenant des similitudes dans le thème natal entre les deux présidents. Donc si on compare le thème natal des deux chefs de l'État, on retrouve là encore d'importantes similitudes, tant au niveau des aspects formés par les planètes, tout en sachant, donc là je précise bien, que les deux chefs de l'État n'ont pas du tout ni le même signe zodiacal, ni le même ascendant. Donc Georges Pompidou, lui, il est né le 5 juillet 1911, il est né à 7h30 à Montboudif, Cancer, ascendant Lion. Donc ses principaux aspects, je vais mettre sur la carte du ciel, on retrouve Soleil, Mercure en Cancer, donc en conjonction, avec un sextile à Saturne qui est en Taureau, au milieu du ciel. Et on a également donc Soleil en Cancer, trigone à la conjonction Jupiter-Lune. Donc lui, il a un Soleil qui est ici en Cancer avec la conjonction Jupiter-Lune qu'on retrouvait dans son thème en Scorpion. Puis ensuite, on a Mars en Bélier, Mars ici en Bélier qui forme un trigone à Vénus, Vénus qu'on retrouve valorisée à la cuspide de son ascendant, et on a à chaque fois une disharmonie entre Mars et Uranus, qu'on retrouve ici, en Capricorne, entre Mars en Bélier et Uranus en Capricorne, et également Mars-Neptune.
D'ailleurs, si vous regardez au niveau de la carte du ciel de l'élection, donc si on compare l'élection de 1969, on retrouve un Mars-Neptune également. Mars-Neptune, on retrouve à chaque fois, pareil, à chaque fois on retrouve les similitudes Mars-Uranus, etc. On peut retrouver forcément des similitudes aussi sur le moment clé de l'élection. Ensuite, donc, si on compare maintenant avec celle d'Emmanuel Macron, voilà, Emmanuel Macron, donc lui, il est né le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens, il est Sagittaire ascendant Capricorne. Donc bien entendu, ils n'ont rien à voir au niveau des signes et des ascendants. Par contre, là on retrouve encore une fois les principaux aspects, comme tout à l'heure, Soleil-Mercure. Voilà. Donc pareil, une conjonction Soleil-Mercure, sextile à Saturne, comme tout à l'heure. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a un aspect à Saturne. On retrouve également donc un Soleil sexticaré à la Lune et une opposition à Jupiter. Tout à l'heure, je vous ai dit sextile, et c'est pas un sextile, hein, c'est un trigone. Hein. Soleil, trigone à Saturne. Tout à l'heure, c'était le sextile, mais en fait, on retrouve un lien étroit avec Saturne. On a également donc Mars, pareil, hein, en Lion cette fois-ci, donc qui est valorisé aux descendants donc, du thème d'Emmanuel Macron. À Vénus, hein, là il y a un trigone à Vénus qui est en Sagittaire, et on a à nouveau une disharmonie, donc on retrouve une disharmonie à Uranus, puisque Uranus il est en Scorpion, donc on retrouve un carré, comme dans le thème de Georges Pompidou, où lui il avait Mars en Bélier, carré à Uranus en Capricorne, et lui donc il l'a en Scorpion. Et puis on a également, avec Neptune, donc c'est un trigone, tout en sachant que bon, Neptune, voilà, elle est pas, il n'y a pas de conjonction très étroite, mais voilà, on peut considérer qu'il y a quand même un cycle. Alors, donc comment ça se traduit sur le plan terrestre, par rapport aux résultats d'élection. Donc, on voit que le 15 juin 1969, donc on retrouve un taux d'abstention record au second tour de 31,5%. Le candidat de la gauche est éliminé avec un résultat très faible. Donc c'est le candidat de la SFIO qui s'appelait Gaston Defferre à l'époque. En fait, la SFIO, c'est l'ancêtre du Parti Socialiste d'aujourd'hui. Donc il a fait un résultat très faible, comme en 2017, où on retrouve un taux d'abstention record, pareil, hein, qui a été d'ailleurs bien signalé par les journalistes, d'ailleurs qui ont fait cette correspondance eux-mêmes hein, avec l'élection de 1969. Donc il y a eu un taux d'abstention de 25,3, et puis on a eu un candidat, ça vous vous en souvenez tous, éliminé au premier tour, avec Benoît Hamon, 6,35. Alors, toujours pour parler de cette synchronicité, dans les parcours maintenant des deux présidents, donc on retrouve, les deux ont été banquiers d'affaires chez Rothschild, Georges Pompidou, et Emmanuel Macron. Donc ça c'est aussi la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, c'est tiré d'un article du 31 août 2016 du Nouvel Obs, justement qui titrait Macron, le nouveau Georges Pompidou. Alors, on continue sur les similitudes. Donc tous les deux ont été, avant d'être élus président de la République, ministres à un poste clé, alors qu'ils n'ont jamais eu de mandat électif avant. Hein. Alors Georges Pompidou, il faut savoir qu'il était élu, il était Premier ministre pendant 6 ans, hein, de 14 avril 1962 au 10 juillet 1968, et il a été, si vous voulez, appelé à Matignon à la surprise générale, alors qu'il n'était pas attendu. Pareil pour Emmanuel Macron, ça vous vous en souvenez forcément. Donc qui était pendant 2 ans, bon, il était à Bercy, ministre de l'Industrie et des Finances. Et pareil d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que Georges Pompidou, pareil, il n'a jamais été élu avant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été appelé à un gouvernement, donc c'était l'ancien directeur de cabinet de général de Gaulle, mais il n'a jamais eu de mandat électif, comme Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron il ne s'est jamais présenté devant les électeurs, mais pareil, hein, donc il a fait partie d'abord d'un cabinet, le cabinet du président Hollande, hein, dès 2012. Et puis ensuite, voilà, il a été nommé à la surprise générale pendant 2 ans à un poste clé. Donc on retrouve aussi, tous les deux ont mené des projets de loi controversés.
Donc Georges Pompidou, c'était en fait le référendum de l'élection justement du président de la République au suffrage universel, donc ça c'était en 1962. D'ailleurs, De Gaulle a été contraint de dissoudre l'Assemblée l'Assemblée nationale, pardon, le 10 octobre 1962. Et puis on a Emmanuel Macron, pareil, hein, donc qui a pondu avec El Khomri, enfin toute l'équipe gouvernementale, hein, donc un article de loi, la loi travail, donc très controversée. Donc les deux, si vous regardez la similitude entre les deux, ils ont tous les deux travaillé sur une loi qui a été controversée, qui a fait l'objet d'une censure, d'une motion de censure au Parlement. Donc la première, Georges Pompidou, lui, il y a eu une motion de censure qui est passée, donc du coup, le général de Gaulle a dû dissoudre l'Assemblée. Et si vous regardez, Emmanuel Macron, ça a failli passer. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était à 5 voix près, il y a eu un vote de confiance. Je crois que Manuel Valls, donc son ministre, a mis en jeu sa tête sur le bio pour faire passer cette loi en fait. Hein. Alors, également, autre correspondance, Georges Pompidou comme Emmanuel Macron menaient un projet de loi ou des négociations importantes qui les ont mis en évidence, c'est-à-dire qu'ils les ont mis en valeur. Et paradoxalement, justement, ils ont profité de la faiblesse de leur président qui a soit démissionné ou ne s'est pas représenté. Alors, et eux-mêmes, à chaque fois, ont postulé à la magistrature suprême avec succès. Donc Georges Pompidou, lui, les négociations, donc c'était avec les syndicats pendant l'épisode houleux de mai 68, il a incarné la continuité de l'État. Alors que bon, Emmanuel Macron, donc lui, pareil, hein, il y a eu des négociations, enfin il n'y a pas eu des négociations, mais on va dire qu'il était plutôt à la manœuvre. Donc je l'ai dit tout à l'heure sur la fameuse loi très controversée de la loi El Khomri. Mais dans les deux cas, on a eu Charles de Gaulle, donc qui a démissionné le 27 avril 1969, François Hollande, qui a été affaibli. Donc il n'a pas démissionné en cours de mandat, mais il n'était pas en mesure de se représenter pour un second quinquennat comme ses prédécesseurs. Il sera même frappé d'une mesure de destitution qui n'a pu aboutir. Donc encore une fois, on retrouve bien des similitudes, puisque les deux ont profité de la faiblesse de leur président. Autre similitude encore historique entre ces deux années charnières, donc de l'élection de 2017 et 1969, c'est que l'année qui précède l'élection, donc c'est-à-dire 1968 et 2016, ont connu toutes les deux des mouvements insurrectionnels sans précédent, qui précipiteront, à près de 50 ans d'écart, donc on a eu la chute du général de Gaulle et François Hollande, aussi pareil, hein, puisque comme je viens de le dire, il n'a pas pu se représenter. Donc ce sont deux crises sociales, hein, économiques, institutionnelles sans précédent qui ont affaibli leurs prérogatives. Alors que paradoxalement, ces crises ont renforcé la posture des deux ministres. Donc il y en a un, les deux en fait quitteront le gouvernement. Il y en a un qui sera limogé, donc c'est Georges Pompidou qui a été limogé parce qu'il commençait à faire de l'ombre à Charles de Gaulle. Et puis on a Emmanuel Macron qui lui par contre partira. Donc les deux crises qu'on a eues donc en 68, c'est l'épisode de mai 68, très connu. Hein. Et bien sûr, en 2016, plus proche de nous, on a eu une nuit debout, on a eu ce qu'on appelait le printemps français, alors avec beaucoup de remue-ménage, hein, beaucoup de manifestations, etc. Ça a été quand même plus que mouvementé, et le détonateur, ça a été la fameuse loi très controversée El Khomri. Alors on va parler quand même des petites nuances. Forcément, puisque les cycles planétaires sont pas à l'identique, hein, donc il y a des similitudes donc, entre les deux, mais il y a des nuances à apporter. Donc Georges Pompidou, lui, on va dire qu'il a bénéficié de ce qu'on a appelé la méritocratie républicaine. Hein, c'est un petit-fils de paysan, fils d'instituteur, et il n'y a rien en fait qui le prédestinait aux hautes fonctions de l'État. Lui, quand il a pris le pouvoir, c'était au moment des 30 Glorieuses, hein, c'était la période de croissance, hein, une période de croissance sans précédent dans l'histoire de France et même de l'humanité, hein, si vous regardez bien. Hein. Et d'ailleurs, on ne sait pas si un jour on retrouvera une croissance aussi forte. Hein. Donc il incarne, en tout cas dans l'imaginaire collectif, la modernité, et donc sous son mandat, la France a connu une croissance très très forte, hein, la plus forte croissance d'Europe.
et un niveau de vie qui a augmenté de 25%. Sous son mandat jusqu'en 1972, le pays, en termes de croissance et de résultats économiques, est juste derrière le Japon. Alors qu'Emmanuel Macron, alors lui, bon, fils de médecin, lui il prend le pouvoir alors que bon, notre économie elle est complètement par terre, elle est exsangue, et d'ailleurs on vit en ce moment la plus grave, une des plus grandes crises de notre histoire contemporaine, après celle de 1929. Donc la similitude que l'on retrouve tout de même, c'est que l'ancien locataire de Bercy propose, comme son prédécesseur, de moderniser le pays. Donc son œuvre, bien entendu, reste à accomplir, puisque Pompidou, il est resté au pouvoir jusqu'à sa mort, en 1974, donc on peut mesurer aujourd'hui l'impact, mais alors qu'Emmanuel Macron, il vient tout juste d'être élu. Alors là, on va aborder un volet un petit peu polémique, mais on va dire quel lien on peut faire entre nos deux époques. Donc si vous regardez bien, les deux ont été propulsés, puisque les deux sont... La plus grosse similitude qu'il y a, qui est frappante, c'est que les deux, en fait, sont passés par la banque Rothschild. C'est pas un hasard, effectivement. Donc les deux époques sont liées par le fait que dans les deux cas, ces deux hommes d'État sont propulsés, d'une certaine manière, de près ou de loin, par l'oligarchie, qui est incarnée à chaque fois par ce fameux cycle Uranus-Pluton. D'accord, Uranus-Pluton qu'on a en ce moment carré, augmenté avec Jupiter qui est en dissonance, qui est à l'excès. Et puis à l'époque, on avait Uranus-Pluton en conjonction. Donc on sait par exemple que le groupe Bilderberg, c'est un réseau d'influence le plus puissant peut-être au monde, qui existe depuis 1954, et qui regroupe les personnalités les plus puissantes de la planète. C'est une sorte de gouvernement mondial occulte. Et on retrouve le côté occulte justement de Pluton. Pluton qui est la planète... c'est une planète qui a un rapport direct, qui fait l'analogie avec la divinité Hadès, le dieu des enfers, le dieu des mondes souterrains, donc qui cache les choses. Et donc on retrouve à nouveau cette sémantique-là à travers ce groupe, donc qui serait à l'origine de la construction européenne. Le traité de Rome, signé en 1957, qui a marqué le début de la construction européenne. Il a été négocié, il aurait été négocié, je le mets quand même au conditionnel, durant les réunions du groupe Bilderberg entre 54, 55 et 56. Alors là, les sources, donc ça vient de l'Europe sociale n'aura pas lieu, de François Denord, avec un D, et Antoine Schwartz, des éditions Raison d'agir à la page 40. Donc il y a une citation, « Je pense que vous pourriez dire, déclara un jour le diplomate américain George McGee, que le traité de Rome, qui a créé le marché commun, a été mûri pendant ces réunions de Bilderberg, et aidé par le flot de nos discussions. » Alors il faut savoir donc qu'Emmanuel Macron a été pisté par ce groupe, tout comme le nouveau Premier ministre, Édouard Philippe. Ils ont participé à leur réunion, mais comme bien d'autres, personnalités politiques de premier plan. Vous avez François Baroin, François Hollande, Nicolas Sarkozy, etc., etc. Ça, vous pouvez le retrouver. Bon, c'est des informations qui ne sont pas forcément, qui sont pas relayées par les médias. Vous allez les retrouver sur des sites dissidents. Bon, ça fait, c'est ce que je vous disais, un polémique. Voilà, je vous donne cette information. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, il faut savoir que la nomination d'Emmanuel Macron à un poste clé durant le quinquennat de François Hollande n'est pas un hasard. On sait qu'il a fait partie de la commission Attali, le conseiller très spécial qui a déclaré à maintes reprises, ça vous pouvez le retrouver, par contre ça c'est vraiment dans la presse officielle et même sur BFM TV, etc., dans plusieurs émissions dès 2014, qui connaissait le nom du futur président de la République en 2017 et que celui-ci sera un inconnu. Ensuite, déclaration du 21 avril 2016, donc j'ai toujours dit que le prochain président sera un inconnu car les Français veulent un programme et une action forte et quelqu'un de nouveau. Déclaration du 30 novembre 2016, il réitère, je suis convaincu qu'il sera président de la République. Donc, bon, pour qu'il soit aussi convaincu, et effectivement, moi j'avais entendu parler de tout ça, mais j'avais une autre approche, un autre ressenti, donc ça vous avez vu sur les différentes vidéos et différentes explications. Donc sur ça, j'ai pas vu juste sur l'élection du président, Emmanuel Macron, et pourtant j'avais le nez sur tout ça. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, effectivement, mais je pensais pas que, en termes d'élection, ils allaient aller aussi loin. C'est-à-dire, là, vous allez vous regarder, j'ai encore publié un article assez controversé sur des élections contestées. Donc je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais il me semble qu'on a un peu franchi la ligne rouge au niveau des élections.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pour ça hein, qu'ils ont imposé Emmanuel Macron, donc en fait qui est quelqu'un qui est au service, hein, si vous voulez, de l'oligarchie, qui est au service, qui va appliquer de manière disciplinée les grandes orientations de la politique économique de l'Union européenne, les fameux GOPE. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas que lui, hein, tous les autres présidents précédemment, surtout depuis Nicolas Sarkozy et François Hollande, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour vous expliquer quel lien entre Emmanuel Macron et Georges Pompidou, parce que là j'ai pas par contre d'informations officielles, mais qui laissent penser qu'effectivement Georges Pompidou a aussi on l'a propulsé au pouvoir, c'est que il y a une citation, et vous allez voir après la loi qu'il a votée derrière, une citation, donc « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois » de Mayer Amschel Rothschild. Dans le passé, tout a été fait, à mon avis, pour que Georges Pompidou accède au pouvoir sous prétexte de moderniser un pays. On le jette un petit peu hein, dans les pattes et dans les pattes de la finance. Et la fameuse loi la plus emblématique du septennat inachevé fut celle du 2 janvier 1973. Alors, la loi du 3 janvier 1973. Donc qui interdit à la France de s'emprunter à elle-même à taux zéro. Hein. Bon, c'est simplifié, hein, c'est pour que ce soit compréhensible. Hein, et oblige à emprunter sur les marchés à intérêt sans aucune raison. Depuis toutes ces années, la dette programmée a pris une telle ampleur que l'intégralité des taxes et des impôts ne recouvre même plus les intérêts. Les services publics sont donc entièrement financés par d'autres emprunts à partir de rien que nous rembourserons sans fin aux banques privées qui s'en frottent les mains. Donc la loi, c'est cette loi la plus emblématique, hein, qui portait le nom d'ailleurs de Valéry Giscard d'Estaing, de Georges Pompidou et du banquier Rothschild, la loi VGE Pompidou-Rothschild, prolongée par l'article 104 du traité de Maastricht du 7 février 1992. Donc cette loi, donc elle a creusé sur les 40 ans, elle a creusé le déficit public que nous payons au prix fort. Donc là vous voyez la courbe 1, vous voyez, qui augmente de manière vertigineuse. On voit l'écart, ce qu'on appelle les intérêts de la dette. Parce qu'on souvent nous dit il faut rembourser la dette, mais donc vous trouverez toujours des économistes qui vous diront le contraire, qui vous diront surtout des économistes de l'offre, des économistes aussi qu'on voit beaucoup, qui déambulent sur les plateaux de télé. Il y en a d'autres peut-être qui sont un peu plus, qui ont une autre approche, mais qui vous diront que la loi de 73, qu'il faut arrêter avec ça, que c'était pour juguler l'inflation. Et pourtant, il semble que l'inflation, c'est un prétexte qui paraît un peu facile, surtout quand on observe ça de notre position, de notre année 2017, où on nous parle constamment d'austérité, qu'on nous parle constamment de dette, puisqu'on voit tous les dégâts sur les budgets de la nation. Il suffit de regarder la courbe pour voir qu'une partie de la dette publique est due en grande partie aux intérêts de la dette. Alors là, on est sur le site Planétoscope, donc qui vous parle, qui vous dit que chaque seconde, les intérêts de la dette publique de la France coûtent près de 1500 €. Donc on voit le compteur qui défile à toute vitesse, soit plus de 46,1 milliards d'euros en 2014, sur une dette publique totale de plus de 2105 milliards d'euros environ. En gros, on arrive à du 100%, donc ça veut dire qu'on a le double, donc qui est quand même faramineux, qui représente une dette publique de 30 000 € par Français et 1700 € d'intérêt par famille. C'est-à-dire chaque famille, 1700 €. Alors ce n'est pas un hasard, donc si de nombreux intellectuels, en parlant de l'élection d'Emmanuel Macron, ont fait une allusion de près ou de loin à un putsch médiatico-politique. Donc là, on a des plus controversés, comme par exemple Zemmour, qui a parlé, Éric Zemmour, l'essayiste, polémiste, qui a parlé d'un putsch médiatico-judiciaire. Donc forcément, quand on cite son nom, ça fait tout de suite grincer les dents. Après, on a quand même Michel Onfray, qui est un philosophe pareil, très controversé. On a Aude Ancelin, ancienne directrice du Nouvel Obs. Pareil, vous pourrez taper sur internet, vous retrouverez son site sur lequel elle parle carrément de putsch, elle n'a pas peur des mots, putsch électoral. Donc, et bien sûr, on a également ses alliés qui, en leur temps, avant de rallier Macron, ont critiqué aussi Macron. François Bayrou, par exemple, le 9 septembre 2016, au micro de Bourdin, qui parle d'hologramme de la finance, etc. Virginie Calmels.
donc qui est un bras droit de Juppé, donc qui parle également dans Paris Match, pareil, de putsch électoral. Je vais vous montrer, je crois que je dois avoir l'article sous la main. Alors elle, pour être plus précis, hein, donc c'est le 17 janvier 2017 dans Paris Match, interview de Bruno Jeudi que vous retrouvez sur BFM TV. Macron est une imposture. Enfin, comme ça, vous en avez des tas de personnages politiques de premier plan qui, comme ça, ont torpillé Emmanuel Macron pour le rallier aujourd'hui. Et c'est vrai que les langues, finalement, se délient. C'est ce qui est intéressant à noter de l'époque. Alors, ce volet, il n'est pas gratuit. C'était pour faire la jonction, pour faire la transition avec, justement, un autre personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, Louis-Napoléon Bonaparte, d'ailleurs qui a fait l'objet d'un article dans le Huffington Post, où ils ont fait une analogie pareille avec Emmanuel Macron. Donc là, vous voyez, c'est sa photo, et bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, voire la barbichette, au choix, mais si on enlève la moustache et la barbe, on peut retrouver des traits de ressemblance avec Emmanuel Macron. Donc là, je vous laisse vous faire votre propre jugement. Donc là aussi, on retrouve des analogies intéressantes. Donc lui, Napoléon Bonaparte est le premier président français, donc je l'ai dit tout à l'heure, élu au suffrage universel masculin le 10 décembre 1848, sous la conjonction Uranus-Pluton en Bélier et Neptune en Poisson. Et il fera un coup d'État le 2 décembre 1851, qui achève la Deuxième République. Il profitera de la Révolution de 1848. Et on a l'analogie avec Emmanuel Macron, qui lui, le 10 décembre 2016, il fera son grand meeting de lancement, le fameux meeting où il se casse la voix. Donc alors si l'histoire se répète, puisque là on nous a parlé de putsch médiatico-politique judiciaire, et là on a le putsch avec les mêmes cycles, hein, Uranus-Pluton, je vais vous montrer tout à l'heure sur la carte, et également Neptune, puisque Neptune en 1848 amorçait son transit en Poisson, et on a nous depuis 2012 Neptune en Poisson. Si l'histoire se répète, est-ce que ça voudrait dire que dans 2 ou 3 ans, hein, le 2 décembre par exemple 2019, on aurait un putsch, ce qui est techniquement possible, puisque avec la 5ème République, article 16, on dissout l'Assemblée, et puis ensuite, après, avec en plus, je viens d'entendre d'ailleurs, à cause des attentats de Manchester, donc j'ai vu qu'ils prolongeaient encore l'état d'urgence, donc enfin voilà, je vous laisse imaginer cette possibilité. Voilà. Donc on a donc cette synchronicité, haute synchronicité assez troublante. C'est que donc Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le 3e fils de Louis-Napoléon Bonaparte, dit Bonaparte, hein, celui qu'on connaît le plus, hein. Donc roi de Hollande et Hortense de Beauharnais. Il naît prince français et prince de Hollande, neveu de l'empereur Napoléon Ier. Il est à la fois neveu et petit-fils de l'impératrice Joséphine. Donc c'est marrant quand on entend prince de Hollande. Donc prince de Hollande, donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, prince de François Hollande, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, donc là encore une fois ça fait un peu tirer par les cheveux, mais ça m'a quand même stupéfait de voir ces similitudes au niveau des cycles. Donc là je vais me mettre sur, j'ai mis en rouge hein, les différents cycles, donc voilà, j'ai mis en couleur donc, le cycle 1848, donc Uranus, Bélier, conjonction à Pluton, coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte qui deviendra empereur le 2 décembre, et on avait Neptune, je l'ai dit tout à l'heure, le cycle des années 30, parce qu'on peut faire aussi l'analogie avec les années 30, puisqu'on le fait nous régulièrement, puisqu'on avait Uranus en Bélier, carré à Pluton, donc c'était la crise hein, du capitalisme, montée du fascisme, domination de l'Allemagne outrageuse donc sur le plan militaire et de l'Europe hitlérienne. On a l'époque pompidolienne, bon, on a eu Uranus-Pluton à nouveau, en Vierge, hein. Donc ce signe est celui de la précision, de la perfection, de la méthode, de l'économie, de la santé, du contrôle de l'organisation et des services publics qui sont bouleversés, remis en cause par la traversée, hein, par le transit de ces deux mastodontes en même temps, hein, Uranus-Pluton. Et puis on a ensuite en 2017, et depuis 2011 en réalité, Uranus en Bélier, carré à Pluton, Capricorne, donc on a cette crise dont on n'arrive pas à sortir, la montée des extrêmes, domination, à nouveau on retrouve la domination économique outrageuse de l'Allemagne, avec, c'est là où on peut faire l'analogie avec le mouvement En Marche, donc puisque en 2016, Emmanuel Macron, le 6 avril, fonde le mouvement En Marche, et qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un timbre-poste, donc frappé du sceau de Mouvement En Marche. Donc Mouvement En Marche, c'est vrai qu'on a tout de suite fait le rapprochement entre des initiales entre E et M, c'est-à-dire Emmanuel Macron, mais aussi on peut retrouver ce synchronisme avec cette période-là, où c'était en marche vers l'Europe, hein, en marche, l'Europe en marche, contre le bolchevisme. Voilà.
donc pour endiguer en fait le communisme. Et puis on a un candidat aussi en 1969 qui s'était présenté pareil avec un mouvement qui s'appelait En Marche. Il a été moins en réussite. Je vous laisserai retrouver le nom sur internet, il m'échappe. Mais voilà, vous pourrez jeter un coup d'œil là-dessus. Alors pour conclure, donc là je suis sur le site Atlantico, donc qui font le lien secret entre la CIA, les pères fondateurs de l'Europe, Schuman et Monnet. Donc voilà, c'était un peu pour conclure, pour vous dire, parce que j'ai plus beaucoup de bandes, d'aller regarder si vous voulez sur mon blog où je fais le lien entre Général de Gaulle, sa sortie en fait un peu prématurée, les événements de mai 68, qui ont été fomentés, selon moi et selon pas mal de monde, pour justement finalement propulser, éjecter Général de Gaulle, qui pratiquait à l'époque la politique de la chaise vide, et pour remettre Georges Pompidou, pour qu'il puisse mettre en œuvre donc cette fameuse loi très contestée et contestable donc, du 3 janvier 1973, donc qui nous met aujourd'hui en difficulté, et bien entendu qui a poursuivi la construction européenne, comme aujourd'hui Emmanuel Macron, puisque l'Union européenne telle qu'elle a été conçue, elle est en panne, et donc voilà, il faut à chaque fois booster, mettre quelqu'un qui va donner un coup d'accélérateur, en tout cas voilà, aller en avant vers cette marche en avant, en marche vers justement l'Europe. Voilà, donc je conclurai cette vidéo sur ce point-là. Je vous invite à jeter un coup d'œil donc sur Yanis, www.yanisvoyance.com, pour essayer d'avoir les informations en complément. Donc j'ai mis dans l'intervalle à chaque fois différentes sources que vous pourrez retrouver qui corroborent avec les différentes similitudes dont j'ai parlé. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bientôt, au revoir.